C'est le grand problème de l'Asie que le monde ne remarque pas. Si on regarde attentivement toute l'Asie, on voit clairement les signes. Des rivières autrefois pleines de vie sont maintenant asséchées. Les rizières et les champs autrefois abondants en récolte se dessèchent lentement aujourd'hui. Tu remarqueras aussi que les barrages hydroélectriques s'arrêtent parce qu'il n'y a plus d'eau. Les coupures de courant se répètent également. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a déjà de longues files d'attente pour la nourriture. Et la plupart des robinets dans les pays d'Asie ne laissent plus couler d'eau. En Chine, l'eau commence aussi à manquer. En Inde, le blé se fait rare. Et en Asie du Sud-Est, la chaleur est devenue presque insupportable pour les gens. En réalité, ce ne sont pas des problèmes séparés. C'est une seule et même crise qui éclate partout en même temps. Jour après jour, l'Asie, un continent qui abrite plus de la moitié de la population mondiale, est en train d'être détruite. Et cette destruction se produit à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, il y a une chose importante qui est souvent négligée. Ce ne sont pas trois problèmes différents. L'eau, la nourriture et l'énergie sont liés les unes aux autres. C'est un effet domino. Quand un problème survient, tous sont touchés. Si l'un tombe, les autres suivent. Maintenant, ils s'effondrent simultanément. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Commençons par la racine de tout, la fondation sur laquelle repose tout le système. L'eau, l'Asie abrite certains des fleuves les plus puissants du monde. Il y a le Gange, le Yangtze et le Mékong. Ces fleuves ont façonné les civilisations anciennes. Ils ont donné la vie à des milliards de personnes pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, ils meurent lentement. En 1997, le fleuve jaune de Chine, considéré comme le berceau de la civilisation des Chinois, mais aujourd'hui, il est en train de s'assécher. Pendant 226 jours, on a pu voir que la quantité d'eau dans le fleuve n'était plus suffisante. Ce n'est pas simplement une sécheresse, c'est un avertissement. Un avertissement que la consommation humaine dépasse désormais ce que la nature peut fournir. Et la Chine le sait. C'est pourquoi ils ont répondu par l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Et c'est le projet de transfert d'eau du sud vers le nord. Un immense système de canaux et de pipelines s'étendant sur des centaines de kilomètres. Chaque année, ils transfèrent 10 milliards de mètres cubes d'eau du sud humide vers le nord sec, là où se trouve la rivière asséchée. Et il est évident pourquoi ils ont fait cela. Le nord de la Chine, y compris Pékin, n'a vraiment plus assez d'eau pour que les gens puissent y vivre. Sous Pékin également, l'eau souterraine s'épuise progressivement. Depuis des décennies, son niveau ne cesse de baisser. Au début des années 2000, le niveau de l'eau sous la ville baissait de 1 à 2 mètres par an. La ville n'avait plus d'autre choix, alors de nombreux puits ont simplement été fermés. Et le résultat, c'est qu'ils dépendent désormais de l'eau acheminée depuis des régions très éloignées, à des centaines de kilomètres. Réfléchis bien à cela. La capitale de la deuxième plus grande économie du monde n'est plus capable de subvenir à ses propres besoins en eau. Et ce n'est pas tout. Dans différentes parties de l'Asie, la même chose se produit également. En Asie centrale, il y a la mer d'Aral, qui était autrefois le 4e plus grand lac intérieur du monde. Mais cela a été détruit par les projets d'irrigation à l'époque de l'Union soviétique. À l'époque, presque toutes les rivières ici ont été détournées vers le désert, pour irriguer et faire pousser le coton dans le désert. Et à cause de cela, en seulement quelques décennies, plus de 90% ont disparu. Les villages de pêcheurs qui se trouvaient autrefois sur la côte sont maintenant à des kilomètres de l'eau. L'ancien fond marin est devenu un désert toxique. Et maintenant, la poussière mêlée de sel est transportée par le vent et empoisonne toute la région. Une mer entière a disparu ici. Ce n'est pas une histoire ancienne. Cela s'est produit au cours de la vie des gens d'aujourd'hui. Et c'est un aperçu de ce qui pourrait arriver. Cela pourrait arriver dans d'autres parties de l'Asie si la gestion de l'eau ne change pas. Et il y a quelque chose d'encore pire que l'on ne voit pas à l'œil nu. Sous la terre, il y a les eaux souterraines, des réserves d'eau qui se sont formées pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, on l'extrait ou on la prélève aussi très rapidement. L'Inde, la Chine, le Pakistan, le Bangladesh et le Népal, réunis, prélèvent de plus de la moitié de toute l'eau souterraine utilisée dans le monde entier. Cela signifie que l'extraction est plus rapide que sa capacité à se reconstituer. Et lorsque l'eau souterraine est épuisée, elle ne revient pas facilement. Une fois qu'elle est partie, c'est fini.
Et lorsque l'eau disparaît, la nourriture suit. Quand la nourriture disparaît, l'énergie s'effondre. Et si tout cela s'effondre en même temps, le chaos s'ensuit. C'est une crise silencieuse qui détruit lentement l'Asie. Ce n'est pas une explosion soudaine, mais une fissure progressive jusqu'à un certain jour. Que tout s'effondre. Malgré cela, au Pendjab en Inde, leur nappe phréatique baisse rapidement. Tous les 10 ans, plusieurs mètres disparaissent sous terre. Les puits qui faisaient autrefois 20 pieds de profondeur doivent maintenant être creusés jusqu'à 200 pieds juste pour obtenir suffisamment d'eau. Et malgré cela, il y a encore des puits qui finissent complètement à sec. Le Pakistan fait face au même cauchemar. Le bassin du fleuve Indus, qui fait vivre tout le cœur agricole du pays, est peu à peu épuisé. L'eau est prélevée en surface et également pompée depuis le sous-sol. Et quand les puits sont à sec, il n'y a plus de plan B. Mais le problème ne vient pas seulement de la surexploitation. Même dans les endroits où il reste de l'eau, elle est souvent inutilisable. En Chine, plusieurs décennies d'industrialisation rapide ont laissé une trace toxique. Selon les enquêtes du gouvernement, 70% des rivières et des lacs sont pollués. Plus d'un cinquième des eaux de surface sont déjà gravement contaminées. On ne peut pas la boire ni l'utiliser pour l'agriculture. Certaines rivières le sont complètement mortes. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de vie. Seul le poison coule encore. C'est la même histoire en Inde. Toutes ces 14 principales rivières sont fortement polluées. Rien qu'à Delhi, plus de 800 millions de litres d'eau usée, non traitée, sont déversés chaque jour. Ce n'est pas une erreur, 800 millions de litres chaque jour, et cela a un impact considérable sur l'économie. En Chine, la pénurie d'eau dans les villes entraîne une perte d'environ 11,2 milliards de dollars par an en production industrielle perdue. Si l'on inclut les dépenses de santé dues à la pollution, cela dépasse les 15 milliards de dollars chaque année. En Inde, selon les projections, la demande en eau pourrait doubler l'offre d'ici 2030. Cela signifie qu'il y aura près de 50% de déficit entre ce qui est nécessaire et ce qui est réellement disponible. Et c'est là que tout commence à devenir dangereux. Mais avant d'aborder la politique mondiale, il existe une autre menace pour l'eau que la plupart des gens ignorent, l'Himalaya. On l'appelle le troisième pôle. Ces montagnes possèdent la plus grande réserve de glace au monde, à l'exception de l'Arctique et de l'Antarctique. Et maintenant, elles sont en train de fondre. Les glaciers de l'Himalaya sont la source des rivières les plus importantes d'Asie. L'Indus, le Gange, le Brahmapoutre, le Mékong et le Yangtze. Près de 2 milliards de personnes dans 10 pays dépendent de l'eau provenant de ces glaciers. Les scientifiques avertissent qu'à l'horizon 2100, un tiers à 2 tiers de la glace de l'Himalaya pourrait disparaître. À court terme, la fonte rapide provoque des inondations et des glissements de terrain, mais à long terme, l'absence d'effet est encore pire. Pendant les mois critiques où l'eau est la plus nécessaire, les rivières s'assèchent progressivement. Les communautés au pied de la montagne en sont déjà témoins. Le courant est plus fort au printemps à cause de la fonte rapide. Mais à la fin de l'année, il y a soudainement une pénurie parce que la glace qui maintenait autrefois le débit de l'eau a disparu. Lorsque les châteaux d'eau de l'Asie seront épuisés, les conséquences seront désastreuses. Moins d'irrigation, moins d'eau potable, moins d'hydroélectricité. Et il pourrait y avoir des guerres entre les pays. Et c'est là que nous arrivons à la poudrière. Les rivières ne suivent pas les frontières des pays. L'Indus coule de l'Inde vers le Pakistan. Le Gange vient de l'Inde et entre au Bangladesh. Le Brahmapoutre commence en Chine, traverse l'Inde et se termine au Bangladesh. Le Mékong vient de Chine et serpente à travers 5 pays d'Asie du Sud-Est. Quand l'eau était abondante, les accords fonctionnaient. Mais maintenant qu'elle manque, ils commencent peu à peu à se fissurer. L'Inde et le Pakistan, 2 pays ennemis de longue date, partagent l'utilisation de l'Indus en vertu d'un traité vieux de plusieurs décennies. Mais à mesure que les besoins en eau de l'Inde augmentent, des discussions sur une renégociation ont déjà commencé. Pour le Pakistan, qui dépend de l'Indus pour survivre, cela représente une menace pour l'existence même du pays. En aval du Gange, le Bangladesh observe silencieusement pendant que l'Inde continue de construire des barrages et de détourner l'eau en amont. Dans les années 1990, cela a failli aboutir à une crise diplomatique en raison de la réduction du débit d'eau.
Sur le Mékong, les grands barrages de la Chine en amont du fleuve coïncident avec de graves sécheresses dans les pays en aval. La Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge. Ils ont tous la même question. Pékin manipule-t-il le fleuve ? La Chine répond que non. Mais les données montrent que la réalité est tout le contraire de ce qu'ils affirment. Aucune véritable guerre de l'eau n'a encore éclaté, mais la pression est déjà forte. Alors que les pays voient peu à peu disparaître leurs ressources précieuses, le désespoir prend le dessus. Et quand un pays est désespéré, la diplomatie n'est plus toujours la première option choisie. Il y a encore une chose importante à propos de l'eau que tout le monde doit bien comprendre. Il ne s'agit pas seulement de boire. Il s'agit de la vie de toute la société. Les hôpitaux ont besoin d'eau. Les usines ont besoin d'eau. Les centrales électriques ont besoin d'eau. Mais surtout, les fermes ont besoin d'eau. Et c'est là que tombe le prochain domino. Parce que quand l'eau disparaît, les récoltes échouent. Et quand les récoltes échouent, la société s'effondre. Pendant de nombreuses décennies, l'Asie a connu ce qu'on appelle le miracle agricole, la révolution verte. C'est l'époque où le continent est devenu le grenier à blé du monde. Des cultures à haut rendement. Une irrigation plus étendue. Engrais chimiques. Tout a fonctionné, les récoltes ont triplé. Les grandes famines ont été évitées. Des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Mais tout cela a eu un prix. La révolution verte reposait sur l'eau. Énormément d'eau. Aujourd'hui, environ 35% des terres cultivées en Asie sont irriguées. Mais ces terres produisent de plus de 60% de la nourriture du continent. Cela signifie que la majorité des calories consommées en Asie dépendent de l'irrigation artificielle. Si l'irrigation cesse, plus de la moitié de l'approvisionnement alimentaire s'effondrera, ce qui est encore plus effrayant. Près de la moitié de l'eau prélevée pour l'irrigation en Asie n'atteint même pas les cultures. Elle se perd dans les canaux endommagés, par évaporation et par ruissellement. Des milliards de gallons sont gaspillés. Dans certains anciens systèmes d'irrigation, la quantité de pertes est presque choquante. Mais les agriculteurs n'ont pas d'autre choix. Ils continuent de pomper de l'eau, ils continuent d'irriguer, parce que sans eau, rien ne pousse, et maintenant, l'irrigation s'arrête. Au Pakistan, plus de 90% de l'agriculture dépend du fleuve Indus. Lorsque la sécheresse frappe ou que le débit venant d'amont diminue, la récolte chute immédiatement. En 2022, de graves inondations ont détruit pas moins de 4 millions d'acres de terres agricoles. En un clin d'œil d'exportateur, le pays est devenu un pays en crise. Il en va de même pour l'équilibre précaire en Inde. Elle doit nourrir 1,4 milliard de personnes, même si l'eau est limitée. Pour aider les agriculteurs, le gouvernement subventionne l'électricité. Ainsi, pomper l'eau souterraine coûte peu cher. Alors ils pompent sans arrêt. Encore et encore une fois. L'Inde extrait environ un quart de toute l'eau souterraine utilisée dans le monde entier. Un seul pays représente un quart du total mondial. Dans certaines régions, la nappe phréatique a déjà baissé de 4 mètres ou plus. Les puits qui étaient autrefois peu profonds doivent maintenant être creusés jusqu'à 60 mètres de profondeur, et même les puits les plus profonds commencent aussi à échouer, jusqu'à ce qu'ils finissent totalement asséchés. C'est là que le changement climatique intervient. En 2022, une vague de chaleur record en mars a détruit la récolte de blé de l'Inde peu de temps avant la moisson. Le gouvernement a aussitôt interdit les exportations de blé pour assurer l'approvisionnement alimentaire national. L'Inde, l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, a été contrainte de fermer ses exportations afin de ne pas manquer de nourriture. Un an plus tard seulement, la mousson est devenue imprévisible et la production de riz a été touchée. L'Inde a de nouveau imposé des restrictions sur les exportations de riz. Les marchés mondiaux ont paniqué, ce n'est plus une théorie, cela se passe maintenant. Et la Chine a aussi son propre cauchemar. Elle possède 20% de la population mondiale, mais seulement 6% de l'eau douce mondiale. Le nord de la Chine manque d'eau. Le sud est plus pluvieux, mais il y a moins de terres agricoles. En 2022, la sécheresse a ravagé le Yangtze. L'agriculture dans la partie centrale du pays a été touchée, pendant que le sud était inondé. Les conditions météorologiques extrêmes détruisent ce dont l'agriculture a besoin. La prévisibilité. Et quand la prévisibilité disparaît, les récoltes échouent. Les petits pays ont moins de marge d'erreur. Le Bangladesh, par exemple, dépend de la mousson et des rivières pour le riz. Quand la pluie manque, c'est la sécheresse. Quand il y en a trop, ce sont des inondations dévastatrices. Entre ces deux extrêmes, des millions de vies sont en jeu.
Dans le delta du Mekong au Vietnam, l'un des greniers à riz les plus importants d'Asie, la terre s'affaisse progressivement. Les barrages en amont du fleuve, combinés à la montée du niveau de la mer, font pénétrer l'eau salée à l'intérieur des terres. Les terres agricoles autrefois fertiles qui nourrissaient des millions de personnes deviennent des marécages salés. Et c'est la raison pour laquelle les experts agricoles n'arrivent plus à dormir. D'ici 2050, le monde devra produire 56% de calories alimentaires en plus qu'en 2010 pour nourrir les 10 milliards de personnes attendues. Une grande partie de cette demande supplémentaire viendra d'Asie, mais l'Asie est en train d'épuiser ses ressources en eau. Les chiffres ne correspondent pas. Actuellement, environ 60% de l'agriculture irriguée dans le monde subit déjà un stress hydrique intense. La plupart se trouvent en Chine, en Inde et dans d'autres greniers à blé de l'Asie. Plus il y a de bouches à nourrir, moins il y a d'eau. Et chaque année, l'écart ne cesse de se creuser. Certains pays riches ont déjà abandonné. L'Arabie Saoudite, par exemple, a arrêté de cultiver du blé en 2016. Après plusieurs décennies d'épuisement des aquifères fossiles, aujourd'hui presque tous leurs grains sont importés. En d'autres termes, ils ont transféré leur consommation d'eau vers d'autres pays. Mais ce n'est pas possible pour des pays comme l'Inde et le Bangladesh. Ils sont trop pauvres, ils ont trop de population. Ils doivent cultiver leur propre nourriture, même si l'eau disparaît peu à peu et que la situation va encore empirer. Dans de nombreuses régions du Pakistan, de l'Inde et de l'Asie centrale, la mauvaise gestion de l'irrigation a détruit les terres elles-mêmes. À cause d'un mauvais drainage qui accumule le sel dans le sol, au fil du temps, les terres autrefois fertiles deviennent arides. La terre elle-même meurt. Cela ne peut pas être réparé en ajoutant plus d'eau, les dégâts sont permanents. Les experts avertissent que dans les années 2030 et 2040, sans un changement majeur dans l'utilisation de l'eau, la croissance de la production alimentaire devra s'arrêter. Exactement au moment où la population et la demande atteindront leur apogée. En d'autres termes, une famine généralisée dans les zones les plus touchées. Les Nations Unies ont rapporté qu'en 2023, près de 470 millions de personnes souffraient d'insécurité alimentaire aiguë en Asie. Près de 500 millions de personnes, une faim extrême. Et cela s'est produit avant même l'arrivée des chocs climatiques les plus graves. Et c'est ce qui va se passer ensuite. Lorsque les récoltes échouent à plusieurs reprises, les agriculteurs ne peuvent plus survivre. Les jeunes quittent les villages mourants. Ils affluent vers des villes déjà surpeuplées. Ils cherchent des emplois inexistants. Les mégapoles dépassent leur capacité. Les bidonvilles s'étendent, les tensions montent. Ce n'est pas une fiction. La population urbaine de l'Asie explose. Des villes comme Delhi, Karachi et Dhaka, qui comptent déjà des dizaines de millions d'habitants, continuent d'absorber des vagues de migrants venus des provinces. Les infrastructures ne suivent plus. Les réseaux d'eau sont pressurisés. L'assainissement s'effondre. Les maladies se propagent. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de migrants économiques, ce sont des réfugiés climatiques. Ils fuient dans des terres qui ne peuvent plus soutenir la vie. Le Bangladesh, selon les projections, pourrait produire des dizaines de millions de réfugiés climatiques. Alors que la mer monte et que l'eau douce disparaît des zones côtières, et où iront-ils? L'Inde n'en veut pas. Les autres non plus. Dans certains pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud, il existe ce qu'on appelle un youth bulge. Un très grand nombre de jeunes entrent sur le marché du travail qui est déjà saturé depuis longtemps. Si tu ajoutes à cela le manque de nourriture et d'eau, tu as la recette complète pour une explosion de troubles. Les jeunes sans emploi, affamés et sans espoir ont longtemps été l'étincelle des révolutions dans l'histoire. Quand les gens ne peuvent pas manger, ils bougent. Quand ils ne peuvent pas bouger, ils se battent. L'histoire l'a déjà prouvé. La hausse des prix des denrées alimentaires et l'échec des récoltes ont contribué à déclencher le printemps arabe au Moyen-Orient. Il y a eu des émeutes, des gouvernements sont tombés. Des guerres civiles ont éclaté. La guerre civile en Syrie a de nombreuses causes. Mais un facteur important a été la grave sécheresse de 2007 à 2010 qui a détruit les exploitations agricoles, forcé des familles à migrer vers les villes et créé une pression sociale insupportable. Lorsque les troubles ont éclaté, le manque d'eau et de nourriture a encore aggravé la situation. L'Asie n'a pas encore connu un effondrement d'une telle ampleur à ce jour. Mais tous les ingrédients sont déjà là,
explosion démographique en Asie du Sud et au Moyen-Orient, des millions de jeunes sans emploi, la hausse des prix des denrées alimentaires, le manque d'eau, des gouvernements sous pression. Et un autre facteur qui aggrave tout cela, l'inégalité. Dans chaque pays d'Asie, les riches peuvent se protéger eux-mêmes contre la pénurie. Des puits plus profonds, de l'eau en bouteille, de la nourriture importée, des générateurs diesel quand l'électricité tombe en panne. Mais les pauvres, eux, ne le peuvent pas. Les petits agriculteurs, les habitants des bidonvilles, les communautés nomades, ce sont eux qui auront faim en premier. Ce sont eux qui auront soif en premier. Quand survivre devient un privilège réservé aux riches, c'est là que la colère commence à bouillonner. Et lorsqu'un groupe ethnique ou religieux contrôle les ressources pendant que les autres n'ont rien, la tension déjà présente explose soudainement en violence. Il ne manque plus qu'un choc, une grande perte de récolte, une sécheresse intense et la poudrière explose. Mais cette crise a un rebondissement encore plus cruel. Même si tu assures l'eau et la nourriture, il y a encore un autre pilier qui peut s'effondrer. L'énergie. L'Asie tourne autour de l'énergie. Les usines, les villes, les transports. La vie moderne nécessite une électricité continue et fiable. Et la consommation d'énergie a déjà explosé en Asie. D'ici 2025, on s'attend à ce que l'Asie consomme la moitié de toute l'électricité produite dans le monde. La moitié. La Chine et l'Inde à elles seules sont déjà les principaux moteurs de l'augmentation de la demande mondiale d'énergie. Boom industriel, classe moyenne en pleine expansion. D'énormes mégapoles. Tout cela dépend de l'électricité. Quand il n'y a plus de courant, tout s'arrête. Mais le réseau énergétique est plus fragile que ce que la plupart des gens pensent. En janvier 2023, le Pakistan a connu une panne d'électricité nationale. Plus de 220 millions de personnes ont été privées d'électricité pendant une journée. Tout le pays a été plongé dans l'obscurité. En Asie centrale, un incident similaire s'est produit au début de 2022. Une défaillance du réseau a plongé le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan dans l'obscurité. Pendant plusieurs heures, des millions de personnes ont été affectées. Les hôpitaux étaient en état d'urgence. Les industries se sont arrêtées. Ce n'était pas un accident. Ce sont des avertissements. Et voici le lien que beaucoup ignorent tout souvent. L'énergie et l'eau sont interconnectées. Les centrales thermiques au charbon, au gaz ou nucléaire nécessitent d'énormes quantités d'eau pour le refroidissement. Sans eau, la centrale s'arrête. Entre 2017 et 2021, de nombreuses centrales électriques en Inde ont été contraintes de fermer faute d'eau douce pour le refroidissement. Le résultat, une perte de 8,2 TWh d'électricité. C'est suffisant pour alimenter 1,5 million de foyers pendant 5 ans. L'hydroélectricité est encore plus vulnérable. Lorsqu'il y a une sécheresse, le débit des rivières diminue. Quand le débit baisse, la production d'électricité chute. C'est aussi simple que ça. En 2022, la province du Sichuan en Chine, qui tire 80% de son électricité de l'hydroélectricité, a été frappée par la vague de chaleur la plus intense depuis 60 ans. La production hydroélectrique a chuté de moitié, les usines ont fermé, les villes ont rationné l'électricité, les gens ont enduré la chaleur dans l'obscurité, et cela arrive de plus en plus souvent. Pendant ce temps, la chaleur elle-même endommage également le réseau. Les températures élevées réduisent l'efficacité de l'hydroélectricité, des centrales électriques et des lignes de transmission. Précisément au moment où la demande est la plus élevée à cause de la climatisation. Un cercle vicieux. Plus il fait chaud, plus les gens ont besoin d'électricité. Mais plus il fait chaud, moins le réseau peut en faire. Et à mesure que la température mondiale continue d'augmenter, la situation ne fera qu'empirer. Certaines centrales électriques doivent complètement fermer lorsque la température ambiante dépasse leurs limites de tolérance. Selon des études, d'ici 2050, les vagues de chaleur pourraient à elles seules causer plus de 8 milliards de dollars de pertes chaque année dans le secteur de l'énergie en Asie. La majorité des pertes d'électricité dues à la météo viendront de la chaleur extrême. Et cela ne concerne que la chaleur, sans compter la sécheresse, les inondations et les tempêtes qui endommagent les lignes de transmission et les sous-stations. Maintenant, imagine ce scénario cauchemardesque. Cela frappe l'Asie du Sud, les rivières diminuent, les nappes phréatiques s'épuisent. Les cultures se dessèchent. Ensuite, faute d'eau pour le refroidissement, les centrales thermiques s'arrêtent. Les barrages hydroélectriques restent inutilisés derrière des réservoirs presque vides. Le réseau électrique s'effondre. Soudain, il n'est plus possible de pomper de l'eau vers les villes.
Les gens font la queue pendant des heures à quelques robinets publics qui fonctionnent encore sous la chaleur intense de la sécheresse. Il n'y a pas de climatisation. Les personnes âgées commencent à mourir. Les hôpitaux essaient tant désespérément de maintenir en vie les patients critiques à l'aide de générateurs de secours qui n'ont du carburant que pour quelques jours. Et quand cela sera épuisé, c'est là que la véritable crise commencera. Tu ne pourras plus faire fonctionner les systèmes d'irrigation. Certaines cultures qui ont survécu à la sécheresse se flétrissent complètement parce que les agriculteurs ne peuvent plus pomper d'eau depuis les puits. Tu ne peux plus transformer la nourriture. Les chambres froides ne fonctionnent plus. Les aliments frais se gâtent. La viande pourrit. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Les villes sombrent peu à peu dans le chaos. La communication échoue lorsque les tours cellulaires sont privées d'électricité. Les feux de circulation s'éteignent. Les pillages commencent. Ce n'est pas de la science-fiction. Certaines parties de cela se sont déjà produites, à une plus petite échelle, au Pakistan et au Bangladesh. Les coupures de courant sont fréquentes lors des pics de chaleur. Au Liban, le pays subit depuis longtemps une crise énergétique avec une électricité disponible seulement quelques heures par jour. Les infrastructures tiennent à peine. Il ne manque qu'un choc majeur, une grave sécheresse ou une panne de réseau au mauvais moment. Et tout le système peut s'effondrer. Et quand l'énergie s'effondre, tout s'effondre avec elle. Prenons donc du recul et regardons l'ensemble du tableau. 3 piliers. L'eau, la nourriture, l'énergie, les 3 sont liés. Tous subissent une pression extrême. Et tous échouent en même temps. C'est à cela que ressemble un effondrement systémique. Ce n'est pas soudain, ce n'est pas dramatique, c'est lent. Des échecs répétés où chaque échec accélère le suivant. Sécheresse. L'eau disparaît. Pas d'eau. Pas de récolte et pas d'électricité. Pas d'électricité. Pas de pompe à eau ni de transformation alimentaire. Donc pas de nourriture. Émeutes et migrations. Migration. Les villes sont submergées. Plus de villes. Plus de demandes. Moins de ressources. Et le cycle s'accélère encore. Les boucles de rétroaction ont commencé. Et c'est la réalité géopolitique. La coopération se complique quand les ressources diminuent. Les pays se referment sur eux-mêmes. Les frontières se durcissent. Les tensions montent. L'Inde et le Pakistan possèdent tous deux des armes nucléaires et une longue histoire de conflits. Ils ont déjà traversé plusieurs guerres. Au début des années 2000, ils ont failli entrer en guerre nucléaire. Maintenant, ajoute à cela la pénurie d'eau. Chacun soupçonne l'autre de bloquer le cours de la rivière. L'Inde a laissé entendre qu'elle pourrait reconsidérer le traité des eaux de l'Indus, un accord qui a survécu même aux guerres. Pour le Pakistan, qui dépend de l'Indus pour survivre, toute réduction de l'eau en amont est considérée comme un acte de guerre, une sécheresse sévère, un barrage provocateur, une mauvaise estimation. C'est tout ce qu'il faut. Sur le Mékong, les pays en aval accusent la Chine de contrôler le débit de l'eau à l'aide de barrages en amont. Lors de sécheresse, tous les yeux se tournent vers Pékin. La Chine nie ces accusations. Mais la confiance s'effrite peu à peu. Le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge. Tous observent avec inquiétude alors que de plus en plus de barrages sont construits. La Chine construit ces barrages, réduisant le débit de leurs rivières. Même entre l'Inde et le Bangladesh, qui sont habituellement en bons termes, il y a des tensions croissantes autour du Gange. Dans les années 1990, le débit de l'eau a énormément diminué à cause du barrage en amont construit par l'Inde et le Bangladesh a failli rompre ses relations diplomatiques. Un traité a été signé, mais la crainte persiste concernant de futurs prélèvements d'eau, des populations manquant de ressources, les blessures du passé et l'approvisionnement en eau qui continue de diminuer entre les pays. À l'intérieur des pays, les fissures s'élargissent, les régions riches stockent, les pauvres souffrent. Les tensions ethniques et religieuses s'intensifient lorsque qu'un groupe contrôle l'eau ou la nourriture. En Inde, les conflits entre États concernant le partage des rivières ont déjà provoqué des manifestations et des émeutes. En Iran, les agriculteurs sont descendus dans la rue. À cause d'une mauvaise gestion de l'eau, lorsque les gens sont désespérés, assoiffés, affamés et impuissants, ils deviennent imprévisibles. Et les populations imprévisibles inquiètent les gouvernements. Certains analystes ont lancé des avertissements. Les prochaines grandes guerres ne seront plus à cause du pétrole, mais à cause de l'eau. Les guerres de l'eau sont encore rares dans l'histoire. Mais c'est parce qu'avant, il y avait assez d'eau à partager. Quand la pénurie devient grave, quand la vie elle-même est en jeu, rien n'est certain.
Alors, l'Asie est-elle condamnée? Ce n'est pas encore sûr. La direction est préoccupante, mais rien n'est définitif. La pression, la physique du changement climatique et les mathématiques des ressources et de la population sont réelles. Si la tendance actuelle se poursuit, l'effondrement semble presque inévitable dans certaines parties de l'Asie. Mais la direction peut encore changer. Les politiques peuvent s'ajuster. La technologie peut aider. La question est, la vitesse du changement sera-t-elle suffisante? Les pays opteront-ils pour la coopération plutôt que le conflit? En effet, une solution existe. La pénurie d'eau peut être résolue grâce à une meilleure gestion, à l'irrigation moderne, au recyclage et au dessalement. La sécurité alimentaire progresse avec des cultures résistantes à la sécheresse, une agriculture intelligente et moins de gaspillage. Les réseaux énergétiques peuvent être renforcés grâce aux énergies renouvelables, à un meilleur stockage et à des infrastructures plus solides qui sont les solutions. Mais la mise en œuvre de cela dans de nombreux pays avec des milliards de personnes affectées nécessite une volonté politique, d'énormes investissements et une véritable coopération internationale. Et pour l'instant, le monde avance trop lentement, à la croisée des chemins de l'Asie, une voie vers l'adaptation, adaptation, innovation, survie. Un seul, menant à l'effondrement des systèmes qui soutiennent près de la moitié de l'humanité. On voit déjà les fissures, des rivières qui meurent, des récoltes qui échouent, des réseaux électriques qui s'effondrent, des sociétés qui se désagrègent. Le continent n'est pas encore complètement détruit, mais il ploie déjà sous le poids de la pression, et quand il cédera complètement, les conséquences ne s'arrêteront pas là. Les prix mondiaux des denrées alimentaires vont augmenter, la crise des réfugiés dépassera les frontières. L'instabilité géopolitique se propagera. C'est l'histoire de notre époque. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque les besoins les plus fondamentaux de la vie, l'eau, la nourriture, l'énergie, viennent à manquer. Lorsque la croissance et la demande dépassent ce que la nature peut offrir, l'Asie a bâti ses empires sur de grands fleuves et de vastes plaines fertiles. Aujourd'hui, ces fleuves s'assèchent, les plaines deviennent poussière, les fondations se sont effondrées. La question n'est pas de savoir si la crise est réelle. Elle l'est. La question est, que va-t-il se passer ensuite ?